Table ronde numéro 2. On va parler maintenant nouveaux gaz, nouveaux usages à l'épreuve du terrain. C'est le thème donc de cette table ronde qui va diviser en 4 grandes parties. On va parler d'abord développement de la filière gaz renouvelable sur les territoires, puis des nouvelles technologies de production de gaz bas carbone ou renouvelable, la pyrogazéfication, la gazéfication hydrothermale et le power to gas. On va en parler sans être trop technique, je vous rassure, mais pour comprendre les avantages et les potentiels. Et puis, troisième thème que nous aborderons, ce sont les écueils au développement de ces nouvelles technologies. Et enfin, on s'intéressera particulièrement à leurs usages. Alors, je vais inviter à nous rejoindre les intervenantes et intervenants à cette seconde table ronde. On accueille Jean-Luc Davy, qui est président du SMIEL, le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire, qui compte parmi ses membres la quasi-totalité des communes et intercommunalités du département. Votre syndicat a développé une boîte à outils diversifiée pour développer la filière gaz naturel sur son territoire. Vous nous parlerez notamment de la charte départementale méthanisation et vous êtes également vice-président de la FNCCR. Mettez-vous là, c'est très bien, puis chacun se mettra l'un à côté de l'autre. Avec nous également nous rejoint Philippe Auvray, vice-président de la FNCCR, chargé du gaz, président de Territoire Énergie Orne, le service public de l'énergie et des réseaux dans l'Orne, un syndicat mixte qui réunit 385 communes du département. La méthanisation présente une forte valorisation énergétique pour votre territoire ornais et vous encouragez au développement du gaz renouvelable. On discutera avec vous, messieurs, des usages que vos territoires font aujourd'hui du gaz vert et ce qu'ils en feront demain avec ces nouvelles technologies que l'on va présenter. Jean-Luc Fugy est avec nous, député du Rhône, président du Conseil supérieur de l'énergie et vice-président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, membre de la Commission développement durable et d'aménagement du territoire. On échangera avec vous notamment sur le sujet du moment. Jean-François Delettre en a parlé, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit fixer la trajectoire énergétique de la France par source d'énergie. On verra avec vous si le gaz renouvelable participe ou non au mix énergétique. Mathieu de Carvalho nous rejoint, pilote du groupe de travail biogaz du comité stratégique filière Nouveau Système Énergétique. Vous travaillez également à Total Énergie. On va découvrir avec vous ces 3 nouvelles technologies qui permettent de produire un gaz bas carbone ou renouvelable et de sortir du gaz fossile. 3 technologies donc avec des niveaux de maturité technique différents. Pyrogazéfication, gazéfication hydrothermale et power to gas. Et power to gas, on en parlera largement avec notre nouvelle intervenante, c'est Malika Madoui Barmas. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général du club Power to Gas de l'AT2E. C'est l'association technique énergie environnement. Et vous allez nous éclairer donc sur le Power to Gas, nous révéler son potentiel. Allez, je vous propose qu'on aborde d'abord un premier sujet, c'est le développement de la filière gaz renouvelable sur les territoires. On en a parlé préalablement un petit peu, mais on va continuer avec vous. Et on commence avec Jean-Luc David, si vous voulez bien, président du SMIEL. Vous avez créé une boîte à outils diversifiée, je disais, pour développer la filière gaz naturel. Ça passe d'abord par l'adhésion à une charte départementale de la méthanisation. Que dit cette charte et quel est son intérêt pour le développement du gaz renouvelable ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, le syndicat d'énergie de Maine-et-Loire couvre l'ensemble du département, toutes les communes de Maine-et-Loire. Et nous avons donc notre concessionnaire historique GRDF. Nous avons également Sorégie pour des DSP de gaz et en propane fine à gaz. Donc nous avons pas mal de communes du Maine-et-Loire qui sont traversées par les réseaux de gaz avec des dorsales donc de GRT Gaz, des dorsales de gazières de transport. Et du coup, la question s'est posée quand on a commencé à développer de la méthanisation. Et donc, on a réuni autour de la table avec le syndicat, le conseil départemental, l'ensemble des collectivités, la chambre d'agriculture, les associations d'agriculteurs comme elles ou les méthaniseurs de France. Et l'idée, c'est d'avoir une déontologie. Et donc, d'où l'idée de cette charte départementale et avec un peu cette boîte à idées à l'intérieur, en disant, finalement, on est d'accord qu'avec les conseils et le travail qu'on a fait avec GRDF et la Chambre d'agriculture,
le département de Maine-et-Loire est capable, d'ici 2050, de produire 100% du gaz qui est consommé en Maine-et-Loire aujourd'hui. Alors, du coup, d'où cette idée d'avoir des énergies renouvelables importantes avec la méthanisation, d'origine agricole essentiellement, mais urbaine. Hein. On a la station d'épuration de Angers-Loire Métropole qui injecte sur le réseau depuis plusieurs années. Et donc, la déontologie sur finalement la conception de la méthanisation, enfin, comme ça a été déjà expliqué tout à l'heure, avec des cultures intermédiaires, mais pas de culture principale, ou avec un seuil maximum de 10%. Et cette boîte à idées, finalement, a permis de réunir l'ensemble des partenaires pour se donner cette trame de la méthanisation, donc à long terme, pardon. Et on reviendra tout à l'heure sur les réseaux et le rôle des syndicats sur l'allongement des réseaux pour aller chercher des gros consommateurs et des producteurs comme la méthanisation. Et donc cette boîte à idées, finalement, fait maintenant l'unanimité dans le département de Maine-et-Loire grâce au concept qu'on a posé dès le départ. Donc ça peut éviter des dérives de grosses méthanisations agricoles qui seraient en production principale plutôt. Évidemment, si on veut faire de la méthanisation facilement avec une ration complète, identique toute l'année, on ferait que du maïs. Et donc pour éviter ça, on a créé cette boîte à idées. Et en même temps, c'est aussi par rapport aux associations de citoyens dont je n'ai pas parlé, qui font partie aussi de notre groupe, pour la question de l'acceptabilité sociale ou sociétale. Toutes les associations de citoyens travaillent aussi avec nous pour que on puisse lever les lièvres quand il y en a dès le départ. On pourra peut-être redire dans les explications tout à l'heure sur le nombre de méthanisations qu'on a. On en a 2 qui sont un petit peu en panne aujourd'hui en Maine-et-Loire. Nous, on est aussi partenaire de ces dossiers-là pour arriver à les faire sortir et pour que la méthanisation puisse arriver. Et donc, ce sera aussi l'intérêt du financement et de la prise de capital social que le syndicat peut mettre dedans. Voilà, parce que justement, j'allais vous poser la question, vous soutenez aussi financièrement les projets de développement de biogaz sur votre territoire? Du coup, en tant qu'autorité concédante, on a donc le réseau. L'intérêt du réseau, c'est le maillage, agrandir le réseau. Donc on est allé, par exemple, à la demande de Lactalis, qui fait de la poudre de lait à partir du lait, qui est un gros consommateur d'énergie, qui produisait donc à Saint-Florent-le-Vieil, donc entre Nantes et Angers, qui produisait sa poudre de lait avec comme énergie du fioul lourd. Il est passé après en gaz liquide, et donc on a travaillé avec lui pendant plusieurs années pour lui dire qu'il y avait peut-être la voie du gaz avec notre réseau de gaz qui passe à sa porte plutôt que d'amener des camions de Montoire de Bretagne ou de Tours jusque chez lui. Et puis il y avait bien sûr un effet économique pour l'industriel. Et donc on a fait le syndicat avec GRDF et Sorégie. On a fait une dorsale gazière qu'on a appelée à l'époque de 33 km. Donc ça nous a coûté environ 3 millions d'euros. Le concessionnaire, c'était essentiellement Sorégie. Donc on a demandé au concessionnaire de se mobiliser des fonds dans le cadre de sa concession, mais aussi de ses fonds propres. Et nous, on s'est dit qu'en tant que syndicat, on pouvait aussi participer au réseau pour que le projet puisse se faire. Donc on a mis un peu plus d'1 million d'euros dans ce tuyau de gaz qui, finalement, sur les 33 km, va aller alimenter un gros producteur industriel, gazo-intensif, mais en même temps desservir le territoire. Et à travers ces 33 km, finalement, c'est 3 projets de méthanisation qui arrivent aujourd'hui, qui vont injecter dans ce nouveau tuyau. Si on n'avait pas eu ce tuyau de 33 km, on n'aurait pas permis l'émergence des 3 méthanisations dont je viens de parler. C'est le même cas dans le sud du Maine-et-Loire, autour de Saumur. On a monté 17 km sur une participation financière des collectivités, du syndicat et de Saumur-Val-de-Loire à hauteur de 800 000 euros. Dernièrement aussi sur l'As pour aller mettre 4 km de tuyaux de gaz pour aller alimenter l'usine d'incinération. Je suis président de l'UVE du Civer, et en fait on avait de la chaleur fatale qu'on appelle, qui était perdue depuis tout le temps, depuis 2005, et avec la chaleur fatale finalement il fallait trouver
un industriel enfin un utilisateur qui a besoin de chaleur. En milieu rural, on n'a pas d'hôpital, donc vous ne pouvez pas faire une lingerie par exemple ou une piscine. Et donc, du coup, on a trouvé des serristes qui sont dans la région de Nantes, qui ont des problèmes de foncier, qui ont des problèmes d'emploi, qui ont des problèmes d'eau, et qui sont venus chez nous, qui ont installé 4 hectares de serres de tomates. Et donc, ils produisent des tomates. Ils ont produit 2500 tonnes de tomates en 2022, qui leur coûtent presque rien en énergie, parce que c'est la chaleur fatale de l'usine. Donc, avec des hydrocondenseurs, on a capté l'air chaud ambiant, et avec des échangeurs, on fait circuler un réseau d'eau chaude dans les serres. Mais il se trouve que l'incinérateur peut être en panne ou en maintenance. Et donc, il fallait une solution pour les serristes. Et donc, on a amené 4 km de gaz depuis Baugé, pour installer une chaudière gaz. Mais une chaudière gaz qui va fonctionner le moins possible, peut-être 3 ou 4 semaines dans l'année. Et donc, GRDF, même si c'est un très bon concessionnaire, il nous a dit écoutez, on ne va pas faire ça si on n'a pas de consommateur au bout. Donc, on a dit on met une station GNV. Donc, on a mis une station GNV qui fonctionne très très bien, parce qu'elle est entre Angers et Tours. Donc, on parlera aussi du bio-GNV, parce qu'on ne parle plus de GNV maintenant, on va parler que du bio-GNV, un nouveau carburant, et ce n'est plus le carburant fossile du GNV qu'on avait avant. Il faut parler que du bio-GNV. Et pour faciliter finalement ce réseau, ça permet l'arrivée de 2 méthanisations, les travaux sont en cours, qui vont injecter dans ce nouveau tuyau. Et donc, la station GNV d'hier, ce sera réellement une station bio-GNV demain, puisqu'on a 2 méthanisations qui vont injecter dans le réseau. Et puis, les méthanisations, elles vont produire aussi du CO2, qui vont vendre aux serristes, qui vont injecter dans les serres. Et donc, c'est autant de CO2 que les tomates vont consommer, qui ne partiront pas dans l'air. Donc, quand on parle d'économie circulaire, il y a plein d'exemples intéressants qu'on peut faire en termes de réseau. Voilà, et quand on voit la démultiplication des projets sur votre territoire, on comprend l'importance du raccordement et donc de votre volonté d'allonger le réseau. Et pour ce faire, vous avez travaillé sur un nouveau projet de concession avec GRDF. Vous partez sur 30 ans, c'est ça? Alors, on a terminé comme beaucoup de syndicats. Donc, le contrat historique se terminait. Donc, on a travaillé pendant 15 mois avec GRDF pour travailler sur un nouveau contrat de concession qui dit qu'on a signé l'année dernière et qui dit effectivement qu'à l'horizon de 2050, on arrivera donc à injecter, à produire au niveau du département tout le gaz qu'on va consommer dans le département. Donc ça, c'était un projet ambitieux. Donc ce contrat de concession s'inscrit aussi, bien sûr, avec le premier point, c'est la baisse de la consommation. Donc toutes les actions qu'on peut faire sur les consommateurs, notamment l'habitat, le logement individuel, mais aussi le tertiaire, etc. La baisse de la consommation et puis l'arrivée de la méthanisation, donc ce gaz vert. Et donc comment on peut l'encourager? Donc c'est les prises de participation du syndicat ou d'une SEM Alter Énergie qu'on a avec le conseil départemental et les 9 PCI de Maine-et-Loire. SEM Alter Énergie qui va aller rentrer au capital social des méthanisations pour les premières années accompagner les agriculteurs. Et d'ailleurs, avec Moulineau, on travaille aussi sur le projet d'Angers et on travaille sur l'idée de, pourquoi pas, le syndicat rentrer au capital social de la société pour dire que finalement, c'est aussi un maillon et qu'on est un ensemble de partenaires et on ne fait pas ça les uns à côté des autres. On ne fait pas des industriels qui font du bénéfice et des collectivités qui gèrent les réseaux avec les communes et les agriculteurs à côté. Et tout ça, c'est un réseau et on a, quand il le faut, prendre des participations. Les 2 méthanisations dont je parlais tout à l'heure, on est rentré donc à 50 000 euros en capital social, mais aussi à 400 000 euros en compte courant d'associés, pour arriver à ce que le ratio bancaire, qui est quand même devenu presque exagéré aujourd'hui, pour que les banques puissent accepter de financer les dossiers de méthanisation. Merci Jean-Luc Davy. Philippe Pauvret, qui est à côté de vous, un président de Territoire Énergie Orne. On a envie de vous entendre aussi sur votre boîte à outils, votre méthode, puisque vous travaillez aussi au développement du gaz renouvelable sur votre territoire. Bonjour à toutes et à tous. L'Orne, c'est un petit département beaucoup plus petit que mon collègue de Maine-et-Loire et beaucoup moins riche. 270 000 habitants, mais néanmoins un espace rural relativement important où nos agriculteurs sont bien présents et ont envie aussi de faire de la méthanisation. Alors, on a une nombreuse demande auprès du syndicat d'énergie, notamment d'agriculteurs, qu'il faut le dire, lorsqu'ils viennent nous voir, ils cherchaient du financement.
On a créé une SEM, donc ça sert à cela. Et donc j'ai donc mis en place un comité d'investissement et chaque agriculteur ou groupement d'agriculteurs vient présenter son projet pour voir si la SEM du syndicat va suivre ou pas. Au tout début, moi j'ai voulu comprendre ce qu'était la méthanisation. Et la meilleure chose à faire pour comprendre ce qu'est la méthanisation, c'est de rentrer dans un groupe d'agriculteurs. Donc après en avoir rencontré plusieurs, j'ai rencontré un groupe de 8 agriculteurs très diversifiés. Il y a l'élevage de porc, il y a celui qui fait de la volaille. Enfin bref, c'est très diversifié. Donc il y a 8 agriculteurs, il y a une coopérative agricole et il y a le syndicat d'énergie. Et ensemble, depuis le début, eh bien, nous avons monté notre projet. Donc j'ai passé par toutes les étapes, toutes les filières, hein, vraiment pour voir tous les problèmes que rencontrent ces agriculteurs. À ce jour, notre méthaniseur, un beau projet à 10 millions d'euros, notre méthaniseur n'est toujours pas en service, parce qu'en cours de route, forcément, il y a eu un recours. Donc dans un département rural, comme le département de l'Orne, où il y a de la place à faire, il y a de l'espace pour pouvoir produire de l'énergie verte qui va aller alimenter les secteurs urbains. Mais par contre, les urbains, ils viennent le week-end dans notre département. Mon département, c'est notamment le Perche. Ils viennent le week-end. Et lorsqu'ils viennent le week-end, l'énergie verte, ils en veulent dans leur village, enfin dans leur capitale, mais ils n'en veulent pas autour de chez eux. Donc on a cette grosse difficulté, autant pour le gaz, avec nos méthaniseurs, que pour les éoliennes et puis tout ça, quoi. Donc c'est une grosse difficulté. Mais ce qui est relativement intéressant, ce que j'ai découvert avec nos agriculteurs, là, c'est vraiment toute la difficulté pour monter un projet qui, à ce jour, est en recours. Mais néanmoins, depuis, ça a bien avancé, puisque j'ai quand même 12 méthaniseurs en injection sur le réseau GRDF et 3 sur le réseau GRT Gaz. 7 en projet. Ce qui fait qu'en Normandie, on a à peu près 3% de gaz vert dans nos réseaux. Dans l'Orne, à l'heure actuelle, dans mon département, c'est 15%. Donc moi, avec le rythme qu'on connaît, à l'horizon 2030, on va produire plus de gaz qu'on va en consommer sur notre département. D'où l'intérêt de négocier des rebours. J'ai un rebours en fonctionnement que nous avons fait avec GRT Gaz, mais par contre le rebours, ça coûte cher. Et donc là, le rôle du syndicat d'énergie, c'est de trouver des fonds. Alors les fonds, c'est les EPCI, j'ai mobilisé 2 EPCI, la région et le syndicat d'énergie pour pouvoir faire l'étude d'opportunité pour aller monter ce rebours. Une étude d'opportunité, c'est 200 000 euros. Et si on n'amenait pas le financement pour cette étude d'opportunité, le rebours, il ne se faisait pas. Aujourd'hui, le rebours, il est fait. Et puis bon, on a des agriculteurs qui injectent dans le réseau, c'est comprimé, ça s'en va dans le réseau et ça va notamment desservir les zones urbaines. Et puis j'en ai 3 autres en décision de GRDF qui vont se construire. Donc le département est bien maillé, il ne reste plus qu'à lever les recours. Alors le syndicat énergie, lorsque nous avons des recours, lorsque les agriculteurs sont en recours, nous, on a un rôle aussi de communication et de médiation, parce que le territoire, il est bien maillé. J'ai des vice-présidents et puis des élus qui sont dans tous les villages. Donc, résultat, ils sont vraiment au plus proche autant des résidents secondaires qui rencontrent tous les week-ends que des porteurs de projets pour aller faire cette médiation et faire en sorte qu'on arrive à leur faire comprendre que l'énergie verte, il faut que les territoires ruraux, on est là pour la produire et on peut aller alimenter l'urbain. Et donc, on le voit à travers vos 2 exemples, vous travaillez au développement donc, du gaz renouvelable sur vos territoires. Et comme il y a de plus en plus de territoires qui y travaillent, la FNCCR a travaillé avec GRDF sur un nouveau projet de convention. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu de quoi s'agit-il? C'est un contrat de concession pour la distribution du gaz? Le contrat de concession arrivait à terme, donc il fallait renouveler ce contrat de concession. Donc après 2 années de négociations avec GRDF et France Urbaine, nous avons réussi à avoir un accord et le 8 juin 2022, nous avons signé un contrat, France Urbaine, GRDF et la FNCCR, et nous sommes repartis ensemble pour 30 ans. Mais un contrat qui a relativement évolué, qui a beaucoup évolué dans tout domaine. Et on fait la part belle du biogaz. Et on incite aujourd'hui les autorités organisatrices de la distribution du gaz, les différents syndicats d'énergie notamment, à faire la promotion du gaz vert. Et il y a une situation financière, puisque à chaque fois qu'on raccorde un méthaniseur sur le réseau de l'AOD, on a une prime, et annuellement, on touchera une prime aussi pour alimenter les caisses de nos syndicats. Alors, dans le département de l'Orne, l'objectif, avec tous ces méthaniseurs qui sont en place, de cette cagnotte, entre guillemets, qu'on a récupérée, ça a été déjà d'embaucher un spécialiste gaz au sein du syndicat. Et puis maintenant, le rôle de ce spécialiste, c'est d'aller aider les agriculteurs à financer le raccordement de leurs méthaniseurs sur le réseau gaz. Voilà le travail du syndicat au sein de la FNCCR avec ce contrat qui a aussi un contrat qui a mis l'accent sur la sécurité aussi, hein, avec une multitude de données qui sont fournies au sein de nos AOD qui sont très importantes.
Je précise qu'il y a eu un partenariat avec GRDF qui s'est passé vraiment de manière exemplaire. Merci Philippe Auvray. On a avec nous donc le député Fugy. Merci. On a envie de parler avec vous d'un sujet qu'on a commencé à aborder juste avant, et c'est un sujet extrêmement important pour savoir quelle est la trajectoire énergétique que va prendre la France dans les prochaines années. C'est la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit arriver alors avant l'été, après l'été, on ne sait plus trop, vous allez nous donner des infos. Mais la question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, c'est quelle est la place du gaz renouvelable dans la future PPE ? Bon, bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord commencer par remercier la FNCCR de m'avoir invité ce matin. Donc, et de ne pas avoir eu un accueil avec des casseroles. Donc finalement, c'est assez... Non, c'était pour la blague du jour. Bon, voilà. Évidemment. Bon, bref, je ne pouvais pas la rater, celle-là. Vous posez une question intéressante, là. Enfin, si j'ai bien compris, vous posez une question qui devrait être posée à un ministre de l'Énergie. Vous n'aura pas échappé que je ne suis pas ministre de l'Énergie. Donc, voilà. Et ça, on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais quand vous nous dites que ça devra arriver avant l'été, je ne sais pas si vous parliez de l'été 2023 ou 2024. Donc voilà, je pense que la situation actuelle fait qu'il faut peut-être prendre le temps de voir ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et donc évidemment qu'il y a un enjeu extrêmement important avec à la fois la PPE et la LPEC. Tout ceci, évidemment, est en gestation, vous le savez très bien, et je crois que le plus important, c'est de savoir ce que les uns et les autres ont envie d'y voir dedans. Et je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Peut-être, enfin, ce dont on parle d'ailleurs depuis ce matin, et d'ailleurs que je trouve vraiment cette matinée, je ne dis pas ça pour faire plaisir, c'est pas mon style, mais je trouve vraiment très intéressant tout ce qu'on a entendu. Peut-être juste très rapidement resituer l'objectif politique de tout ce que nous faisons quand même. L'objectif politique, c'est quoi ? L'objectif, c'est la neutralité carbone 2050. Je rappelle quand même que la neutralité au passage, c'est quand même de pouvoir fixer tout le CO2 que l'on émet. Et pour pouvoir fixer tout le CO2 que l'on émet, ce n'est pas le zéro carbone comme j'entends parfois. Hein, donc, ce n'est pas le zéro, ou alors c'est le différentiel, le zéro. Donc, fixer tout ce que l'on émet, c'est tout simplement faire en sorte d'en émettre moins et d'en fixer plus. Bon, quand on a dit ça, voilà, comment on fait ? Donc là, c'est l'objectif. Ensuite, comme tout le temps en politique, quand on a fixé l'objectif, il faut trouver le chemin pour y arriver. C'est là d'ailleurs que des fois ça se corse un petit peu, on le sait très bien. L'actualité est là pour nous le rappeler. Ce chemin, il passe par des intermédiaires, il passe par 2030 notamment, on va parler de la PPE, ça va de soi, c'est l'objectif aujourd'hui. Mais il passe par la sobriété, il passe par l'efficacité, il passe par le développement des énergies renouvelables et il passe aussi par ce qu'on vient de faire sur le nucléaire. En tout cas, c'est l'objectif politique. Je suis député de la majorité, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, en tout cas de la majorité actuelle, parce qu'il y en aura peut-être une nouvelle bientôt. Bon, bref... Ben oui, si jamais les Français veulent autre chose, et voilà, ça peut arriver. Donc voilà, et vous traiterez avec d'autres personnes, c'est pas un problème, c'est comme ça. Les mandats ne nous appartiennent pas. Donc, je crois qu'il faut avoir bien en tête que ce que nous avons décidé depuis 2018, parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas d'objectif, ça fait quand même depuis 2018. Je vous invite à revoir ce qu'on avait dit en 2019, notamment lors de la loi d'orientation des mobilités dont j'étais l'un des rapporteurs. C'est que l'on va s'appuyer sur à la fois le renouvelable et à la fois le nucléaire, puisque l'objectif majeur, c'est sortir des énergies fossiles. C'est bien de le rappeler de temps en temps, parce qu'on a tendance des fois à l'oublier. Alors l'équation de la PPE va être assez complexe. Au-delà des histoires de dates qui peuvent faire sourire, etc., il y a quand même, pour moi, à réfléchir à comment, à la fois, on décarbone, parce que c'est ça l'objectif, bien entendu, en soi. En même temps, il faut faire attention à gérer les problématiques d'indépendance et de souveraineté énergétique. Ce que l'on vient de vivre avec la crise donc, Ukraine, russo-ukrainienne, etc., nous le rappelle plus que jamais. Et autre chose, il faut avoir aussi, c'est pas parce qu'on est là ce matin à parler du gaz qu'il faut oublier que les usages électriques vont quand même augmenter. On ne va pas se voiler la face, ça va augmenter. Ça ne peut qu'augmenter. Donc, quand on met tout ceci sur la table, ça nous donne une équation relativement complexe pour la PPE. Alors, me permet de rappeler aussi que, je voulais le rappeler parce que dans les échanges, dans les débats qu'on peut avoir et tout, il y a toujours une petite chose qui me fait un peu peur, moi, c'est quand parfois on a tendance à sous-entendre qu'on peut éventuellement opposer les solutions énergétiques que l'on a dans notre pays. En réalité, on a un mix énergétique qui fait une belle place à la pluralité. Et cette pluralité, il faut en être fier. On a, c'est vrai, de l'électrique. On a de l'électrique important
parce que décarboner grâce au nucléaire et aussi au développement des ENR qu'on va favoriser plus avec la loi que l'on vient de voter et qui a été promulguée le 10 mars dernier. Donc, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque, évidemment, c'est extrêmement important. Au passage, n'oublions pas ce qui peut paraître un peu plus anecdotique, mais qu'il va falloir développer. L'osmotique, le marémoteur, etc., etc. Donc tout ça, ça se développe. Je reviendrai tout à l'heure, quand on parlera d'innovation sur la microméthanisation, j'ai adoré le débat tout à l'heure. Je donnerai ma vision à la fois de, enfin si vous acceptez que je la donne, bien sûr, à la fois de scientifique et d'élu. Le seul combat à mener, ce n'est pas un combat entre les sources énergétiques. Là. Le seul combat à mener, c'est contre le CO2. C'est le seul. C'est ça qui doit nous réunir, c'est ça qui doit nous animer. Alors au passage, CO2 et les polluants de proximité pour les milieux urbains denses, mais je crois qu'on va reparler tout à l'heure quand on parlera de mobilité. Donc si je dois répondre à votre question, évidemment que tout ce qui est biogaz a une place, le gaz renouvelable a une place donc dans le mix énergétique tel que moi je le vois. Et je vais pousser dans ce sens. Je sais que la filière a des attentes, je les comprends, et en plus, je les partage. Parce que, si vous avez bien compris mon discours, moi, je suis pour la neutralité technologique complète. La seule chose qui m'intéresse, c'est la sortie progressive des énergies fossiles. Et donc, y compris la partie gaz fossile. Et donc, évidemment, on sait que c'est la même molécule, que ce soit le méthane qui soit d'origine agricole, parce qu'on l'a méthanisé, parce qu'on a fait de la méthanisation, ou parce qu'on a récupéré du méthane dans comment dirais-je, dans le gaz naturel. C'est la même molécule, donc ça, à la fin, il faut le rappeler. Alors ça, c'est le chimiste qui vous parle. Au passage, le potentiel des biodéchets, il est extrêmement important. Ça a été très bien expliqué à la table ronde précédente. Moi, j'étais vraiment ravi d'être là, parce qu'on a vu comment c'était expliqué par les uns par les autres. On voit le potentiel. Je trouve d'ailleurs même dommage que ces explications ne soient pas mieux connues. J'espère qu'il y aura des actes de ce matin qu'on pourra diffuser. Moi, je pense à mes collègues et pour certains amis parlementaires à qui ça ferait du bien de bien comprendre ce que c'est que les enjeux des biodéchets. Les enjeux des biodéchets avec, c'est vrai, cette obligation de tri, mais aussi de collecte et de valorisation. J'ai bien en tête les chiffres que vous nous avez donnés. On sait très bien qu'on a atteint déjà les 6 TWh, donc prévoyez la PPE actuelle, donc un an avant le terme, si j'ai bien compris. Vous me corrigerez si j'ai une bêtise. On parle de pouvoir faire un x10 d'ici à 2030 et puis et de faire même un x50 d'ici 2050, si j'ai bien compris, puisque c'est ce qu'on m'a expliqué à la table ronde que j'ai organisée avec certains d'entre vous, donc le 5 avril dernier à l'Assemblée nationale. Et je trouve que là, il y a quelque chose à creuser, en effet, sur ces biodéchets. Et donc, on ne peut pas s'en passer. C'est évident qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, on en a pas mal débattu au CSE. Je salue Mme Barbarin qui représente dignement la FNCCR au Conseil supérieur de l'énergie. On a pas mal discuté de ce sujet le 30 mars dernier à travers les discussions que nous avions sur des aspects purement financiers. Et je dois le dire, je ne dis pas ça encore une fois pour faire plaisir, je le pense vraiment. Moi, je trouve que la filière, elle fait preuve de responsabilité, notamment par rapport à l'impact sur les finances publiques. Et ça, je l'ai déjà fait remonter à plusieurs reprises à la ministre de la Transition énergétique. Pour finir sur ce propos introductif, moi, je voudrais insister sur cette dimension locale en lien avec les collectivités. Alors, ça a été dit, mais je voudrais aussi que vous compreniez qu'on peut être parlementaire et savoir ce que c'est que le terrain. Moi qui ai grandi dans une ferme, je suis un petit peu bien placé pour le savoir. Et puis j'ai beaucoup d'agriculteurs dans ma circonscription et on échange sur beaucoup de sujets. Il y a une logique, évidemment, je le disais tout à l'heure, donc de valorisation, tri, récolte des biodéchets et donc du coup de les valoriser. Alors, moi, je ne ferai pas le choix entre le compost, la méthanisation, etc., etc. Au passage, pour faire sourire, mais je le dis quand même, vous avez tous oublié les poules aussi. Donc, ce n'est pas inintéressant pour les biodéchets. Ça produit à la sortie des protéines animales intéressantes. Moi, je sais que c'est important. J'ai un fils qui fait du sport de haut niveau. Je peux vous dire que le manger des protéines et des œufs de poules qui ont valorisé des biodéchets tous les matins, c'est extrêmement important pour son alimentation. Donc, il faut y penser aussi, parce que c'est pas rien non plus. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le local, je trouve qu'on n'a pas mis en avant suffisamment, quelqu'un l'a évoqué une seule fois tout à l'heure, et ça, je pense qu'il faut insister sur l'idée qu'on peut créer des emplois donc locaux, donc non délocalisables. C'est extrêmement important.
À ce moment, dans cette période où on parle toujours de réindustrialiser le pays, etc., je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que le traitement des biodéchets dans nos territoires, avec la méthanisation qui se développe et tout ce qu'on peut faire autour et tous les projets que vous avez les uns et les autres en gestation, c'est aussi de l'emploi local et ça c'est particulièrement important. Et puis n'oublions pas nos agriculteurs qui nous sont indispensables pour la neutralité carbone 2050, comme ils nous sont indispensables pour notre alimentation, c'est tellement évident que tout le monde oublie de le dire, et indispensables pour l'entretien de nos paysages. Nos agriculteurs, on a une grande chance en France, puisqu'on a de l'agriculture partout, on peut donc faire de la méthanisation partout. Et donc, alors évidemment, il faut faire attention à ce qu'on fait, etc. J'ai bien conscience qu'il faut faire attention, il ne faut pas heurter non plus tous les bobos du coin, mais il faut aussi quand même faire de la méthanisation dès qu'on le peut, et il faut l'expliquer, il faut ouvrir. Et donc je trouve que ce que je voulais vous dire, c'est que oui, moi je vais participer à défendre l'idée qu'il faut un pourcentage donc, de biogaz extrêmement important dans la PPE, ça c'est clair. On en parlait avec Jean-François tout à l'heure, on va se réunir avec des parlementaires et on va pousser dans ce sens. Vous pouvez compter sur un certain nombre d'entre nous, mais on compte aussi nous sur vous et surtout vous dire encore une fois que le débat, c'est pas le gaz contre l'électricité, etc. etc. Pour moi, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être, même si je sais qu'ils existent toujours. L'objectif, il doit être commun. Comment on fait pour décarboner? Comment on sort des énergies fossiles de manière progressive, de manière réaliste, mais en faisant, j'allais dire, entre guillemets, faire feu de tout bois, si je peux prendre cette expression-là, et surtout ne rien négliger. Ne rien négliger. Quand j'ai évoqué tout à l'heure l'énergie osmotique, par exemple, sachez que ça peut être l'équivalent très facilement de réacteur nucléaire. Et quand j'évoquais, par exemple, l'énergie marémotrice, aujourd'hui, avec une digue que l'on met à quelques kilomètres des côtes, c'est des choses qu'il va falloir porter, à mon avis, en France. On fait 20 kilomètres, et c'est possible, on sait le faire techniquement, tout ça. Maintenant, ça coûte très cher, c'est clair. Mais en faisant 20 km avec une telle digue, vous avez l'équivalent de réacteur nucléaire. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut travailler, tout en faisant attention, évidemment, aux questions de biodiversité, etc. etc. Mais soyez rassurés, y compris à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui ont encore du bon sens. Et il n'y a pas que des gens qui font voir qu'ils ont des cordes vocales exceptionnelles. Il y a aussi des gens qui ont du bon sens, qui s'appuient sur la science et non pas sur des croyances. Alors il y en a quelques-uns qui s'appuient sur des croyances. Donc ça par contre, ça malheureusement, c'est comme ça. C'est les électeurs qu'on choisit. Mais il y a aussi des gens qui connaissent un petit peu la science. Et donc du coup, on doit pouvoir vous aider à faire en sorte que le biogaz ait une place tout à fait honorable et qu'il soit une place extrêmement importante sur ce chemin de la décarbonation de nos activités. Merci Jean-Luc Tugy. On va s'intéresser maintenant aux nouvelles technologies de production de gaz bas carbone ou renouvelable. On parle depuis 9 heures de la méthanisation pour produire du gaz renouvelable à partir de nos biodéchets. On va s'intéresser donc aux 3 autres technologies qui pointent le bout de leur nez et qui sont 3 nouvelles solutions qui permettraient de produire donc du gaz renouvelable et de sortir du gaz fossile. Donc c'est intéressant qu'on rentre dans le détail sans être évidemment trop technique. Elles sont à des niveaux de maturité très différents. Alors quelles sont-elles? Quel est leur intérêt, leur potentiel et à quelle échéance? On en parle maintenant avec nos 2 prochains invités. D'abord avec Mathieu de Carvalho, donc pilote, je le disais, du groupe de travail biogaz du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique. Donc si la méthanisation, on l'a compris, elle a fait ses preuves, elle ne serait pas suffisamment, elle serait pas suffisante pour répondre à nos besoins en consommation? Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, la méthanisation elle seule ne suffira pas, mais je vais quand même commencer par ça pour vous donner quelques chiffres, puisque c'est comme ça que la filière gaz renouvelable et bas carbone, puisqu'on ouvre les portes vers les nouvelles voies, a commencé. Et donc tout ce qui se digère, donc en digesteur, la méthanisation, on a commencé comme ça. On est aujourd'hui effectivement à 7 TWh injectés l'année dernière, pour donner quelques chiffres, 9 TWh dans la base de capacité, et une capacité à aller beaucoup plus loin. Et alors déjà, première chose, on parle effectivement de tous les types de méthanisation. Ça a déjà été brièvement
évoquées ce matin. Donc la méthanisation agricole, bien sûr, la méthanisation territoriale, voire méthanisation industrielle en fonction de ce que vous méthanisez sur les territoires. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc on a parlé ce matin 400, bon moi j'étais à 450 TWh. Effectivement, ce qui compte à la base et avant qu'on parle des usages, c'est vraiment la substitution du gaz naturel par ces molécules de gaz renouvelables et bas carbone, par le méthane renouvelable et bas carbone. On part donc d'un état d'une conso autour de 450 TWh, donc la marche est longue. On a injecté, je vous le disais tout à l'heure, à fin d'année dernière, 7 TWh, et l'idée c'est effectivement de faire x10 comme ça a été dit précédemment. Et ce qui est clair, c'est qu'on a en termes de méthanisation globale avec tous les types de méta, encore une fois, hein, l'idée c'est pas d'opposer les méthanisations entre elles, mais c'est bien qu'on ait au niveau de chaque territoire une méthanisation qui s'adapte à son territoire, c'est vraiment la clé. Et donc avec toutes ces méta-là, on a un potentiel, et là pour le coup, on a vraiment travaillé en mode filière avec l'ensemble des acteurs du secteur, les producteurs de biométhane, et on a un chiffre, parce que l'idée c'est que tout le monde vient avec son chiffre, beaucoup de gens travaillent en silo, et après vous savez plus où vous habitez. Donc pour faire simple, la méthanisation, retenez 130 TWh, c'est ce que la filière promeut déjà depuis quelques mois, voire années, et donc vous voyez que si on atteint, alors 130 TWh, si on va chercher et capter l'ensemble du gisement, hein, donc je parle encore une fois de toute la méthanisation, 130, vous voyez qu'on n'arrivera jamais aux 450. Alors le premier levier, ça a aussi été évoqué tout à l'heure, l'idée c'est on va attaquer d'abord par tout ce qui est sobriété, efficacité énergétique, et déjà on pense au niveau filière, encore une fois, hein, que le gaz, la demande de gaz pourrait comme ça baisser autour de 320 TWh à horizon toujours 2050, hein, qui est l'échéance de la neutralité carbone comme vous le savez. Donc ces 130 à 320, vous allez me dire, il n'y a pas besoin de faire Mathieu pour voir qu'on n'y arrive pas, et donc beaucoup de gens bloquent d'ailleurs là-dessus, et c'est là où nous avec Malika, on ouvre sur les nouvelles voies, on parle des technologies de seconde génération, et on les prépare dès aujourd'hui, donc tu en parleras mieux que moi, et ces technos de seconde génération vont nous permettre de combler le gap, hein, et d'aller jusqu'à ce chiffre global de 320, et donc on a 3 types de technologies de seconde génération qui viendront prendre le relais enfin pas prendre le relais, mais qui viendront en complément de cette méthanisation, et peut-être avant que vous me causiez la prochaine question, par rapport à ce qui a été dit précédemment, et je trouve ça très intéressant, en tant que gazier convaincu, premier l'angle, je suis tout à fait d'accord qu'on n'est pas là pour opposer le gaz et l'élec et qu'on a besoin de tout le monde. Et nous, en tant que filière, c'est évidemment notre message. Il est vrai que la filière gaz s'est souvent pris pas mal de flèches ces derniers temps. On entend même la fin du chauffage, ça a été dit au niveau des territoires, sur les précédentes tables rondes, etc. Quand on vous dit sur le collectif, sur l'individuel, on va en terminer avec le chauffage, etc. Je pense vraiment qu'on se trompe de débat. Parce qu'on a besoin de tout le monde, et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, l'objectif commun, c'est le CO2, c'est plus de CO2 fossile, et c'est aller vers un monde décarboné. Et pour ce monde décarboné, l'élec seul, je suis désolé si quelqu'un le pense encore dans la salle, mais je l'espère pas, l'élec seul ne suffira pas, et donc le gaz est le vecteur des gaz renouvelables et bas carbone est vraiment là pour combler le gap. Ce matin, j'ai entendu aussi quelqu'un parler de l'APAC, ça suffit. Effectivement, l'APAC toute seule, non. Par contre, l'APAC hybride, voilà. On a au niveau gazier des solutions qui font de ce gaz naturel qui va se décarboner, parce que l'esprit de transition est également très important. Vous parliez d'ailleurs de transition, je rappelle que le gaz naturel est une énergie de transition. Le biogaz, biométhane et les gaz seconde génération, évidemment non. Là, on est sur le long terme, échéance 2050. Et donc l'idée, c'est que la filière a tout un tas de propositions qu'on travaille au niveau du CSF et qu'on a proposées au pouvoir public. Alors justement, ces 3 nouvelles technologies, on va en parler. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre en quoi elles sont pertinentes sur les territoires. Elles sont intéressantes parce qu'elles permettraient de valoriser davantage de déchets qu'on produit en masse sur nos territoires. On parlait depuis ce matin de biodéchets, de déchets organiques. Là, on parle de quel type de déchets ? Par exemple, si on parle de la pyrogasification, c'est pour valoriser quels déchets particuliers ? Alors, toujours pareil, je recommence, vous m'en excuserez, mais avec la méta. Donc la méta, c'est tout ce qui se biodégrade, tout ce qui se digère en digestion anaérobie. Et vous voyez là, quand on parle d'un territoire, on est à la FNCCR, hein, vous ne traitez pas l'ensemble des déchets du territoire. Donc effectivement, sur les technologies de seconde génération que je vais citer, la pyrogasification, qui est la première, hein, va vous permettre de traiter des déchets solides, donc matière sèche, déchets solides. Donc vous êtes sur des déchets à base, par exemple, de bois. Alors le bois forêt, mais le bois forêt, on va aussi parler des conflits d'usage, donc je vais le mettre de côté assez rapidement, mais tout ce qui est bois B, vous avez les combustibles solides de récupération, hein, les fameux CSR, tout ce type donc de déchets, et y compris la biomasse ligneuse, va pouvoir être
pyrogasifié, pardon. Et là, on est sur une technologie donc, qui n'est plus comme la méthanisation. On est sur un procédé thermochimique, sans être très technique, thermochimique à haute température. Ça, c'est pour la pyrogasification. Une question toute simple, puisqu'on est sur les territoires, qu'on parle de collecte de biodéchets, il y a aussi la collecte des encombrants. Là, quand on parle de pyrogasification, est-ce que les encombrants, les vieux meubles, etc., ça passe en pyro ou pas ? Eh ben exactement, vous avez un certain nombre de meubles qui sont peu traités, qui vont pouvoir être rentrés dans cette catégorie-là, et plus largement ce qu'on appelle tous les CSR, donc les combustibles solides de récupération, c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer en collecte, qui à une époque auraient pu partir en incinération, mais que là vous allez pouvoir traiter d'une autre manière pour générer un gaz, un syngas, donc gaz synthétique, et vous allez isoler la fraction CH4, et qui est celle qui va pouvoir être réinjecté dans les réseaux. Et j'en profite ici pour le dire, ce qui est génial dans ce qu'on raconte en tant que gazier, c'est qu'on a dans cette belle histoire qu'on raconte vraiment à chaque fois des produits différents qui sont produits donc par méthanisation, pyro, GHT, on va en parler, et puis méthanation. À chaque fois, vous avez différents produits, mais une seule molécule à la fin. Et ce qui est quand même génial, c'est que vous n'avez rien à changer. Vous capitalisez sur un réseau qui est quand même un des meilleurs d'Europe. Et ça, faut pas l'oublier non plus, quoi. On est sur une infra amortie. Il n'y a pas de, quand vous êtes au niveau des usages, il n'y a aucun rétrofit. C'est-à-dire quelqu'un qui va être sur un camion, un bateau, il n'a rien à changer au niveau de son moteur quand il tourne au gaz. C'est la même molécule. Bon, et alors c'est pour quand la pyrogasification ? Il y a déjà des tests Alors, au niveau du CSF, on a eu un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, qui a débouché sur un vrai intérêt de la filière, puisqu'il y a au total 47, ou Simon qui copilote avec moi le CSF pourrait le dire mieux que moi, mais 47 ou 49 projets qui ont été déposés. Donc vous êtes vraiment sur une technologie là où on est en train de passer du mode, si vous voulez, de démonstrateur à une phase industrielle. Alors, haute technologie, c'est La GHT. alors, la gasification hydrothermale, parce que là, vous lui donnez déjà petit nom. un syllabe. Exactement, le petit nom. Alors, la gasification hydrothermale, donc on est cette fois-ci, alors encore sur un procédé thermochimique, mais je fais attention parce que j'ai un spécialiste chimiste à côté de moi. Alors, thermochimique également, qui cette fois-ci est haute température et haute pression, autour de, retenez 300-500 bars, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, la gasification hydrothermale, vous allez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la pyrogasification, vous étiez sur du déchet solide, là vous allez être sur du déchet humide, plutôt humide, avec typiquement 15-20% de matière sèche. Donc par exemple, c'est les eaux usagées, les boues d'épandage Tout à fait. Vous allez pouvoir traiter en GHT, alors je l'appelle par son petit nom, donc ces déchets humides et typiquement des bouts de station d'épuration. On en parlait tout à l'heure, quand vous êtes sur une logique, vous avez des plans d'épandage, on ne peut pas épandre n'importe quoi, vous avez des questions sanitaires, typiquement la GHT répond à ces problématiques puisque là vous êtes sur un traitement à haute température qui va vous générer votre syngas et donc typiquement effectivement les bouts de steppe, les bouts de stations d'épuration font partie de ce qui va pouvoir passer en GHT et c'est bien plus large, vous pouvez aussi avoir une fraction humide des biodéchets. Enfin, l'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas d'opposer les différentes briques de méthanisation entre elles et de production de biométhane, et chacun des intrants trouvera sa voie. Par contre, ce qui est génial avec les trois dont je viens de parler, et la troisième dont va parler Malika tout à l'heure, c'est que vraiment, en termes d'intrants, et si vous parlez de déchets au niveau du territoire, vous savez traiter maintenant 100% de vos déchets avec ces différentes briques. Alors donc, cette dernière technologie dont on parlera, c'est le Power to Gas. Mais avant d'en parler, je voulais qu'on revienne sur ce que nous dire à l'instant. Là, on est sur des expérimentations en cours. Quel est le degré de maturité ? Alors, sur la GHT, je ne suis pas spécialiste moi-même et on commence seulement donc, dans le CSF via le sous-GT Innovation qui traite de ces questions-là, à regarder la chose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà un site qui est en fonctionnement, si je ne dis pas de bêtises, aux Pays-Bas. Mais il faudrait le spécialiste de la GHT qui est Robert Mulke de GRT Gas pour en parler mieux que moi. Et donc pareil, en France, on est en train de regarder la chose. Si vous voulez, techniquement, sur le papier, tout fonctionne. Maintenant, vous êtes sur des technos qui ne sont pas... On est seulement en train d'ouvrir la voie de production de ces bases bas carbone. Une première étape qui a été franchie, ça a été notamment dans le cadre de la loi accélération renouvelable, où on a ouvert le champ justement pour passer du biométhane au gaz renouvelable et bas carbone, pour ouvrir à ces nouvelles technos-là. Vous n'avez pas encore de tarifs d'achat ou de choses comme ça. Maintenant, sur le papier, tout marche. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un passage vers des TRL supérieurs. Alors vous nous parliez avec de vrais démonstrateurs. Vous nous parliez de la consommation nationale à 320 TWh, une fois qu'on sera un petit peu plus sobre. Là, comment ça se répartit ? Est-ce qu'on arrive à nos 320 avec ces 4 technos ou pas ?
Bonne question. Alors toujours pareil dans le travail qui a été fait au niveau de la filière. Et d'ailleurs, ça a été repris, je crois que ça a été évoqué ce matin aussi avec le rapport de la Creux, hein, qui a repris en plus des scénarios ADEME, le scénario 100% gaz renouvelable des infrastructures français, hein, GRT Gaz, GRDF, Terega, etc. Donc la filière atteint ce 320, donc avec la brique de 130 de méthanisation dont on a parlé tout à l'heure, et elle est complétée par une brique pyrogasification, donc vous savez la matière solide sèche dont je parlais, 90 TWh, et vous bouclez la boucle, si j'ose dire, avec la GHT, donc la gasification hydrothermale autour de 50 TWh, et la dernière brique dont va parler Malika, 50 TWh également, ce qui vous fait les 320. Tout ce qui va être important maintenant pour nous en tant que filière, hein, c'est qu'il y ait une vraie reconnaissance de ces différentes technologies, une voie réglementaire qui soit stabilisée pour que les promoteurs de projets puissent vraiment sauter le pas, si j'ose dire. Merci beaucoup, c'était très clair. Malika Madawi-Barmas, on va parler donc de Power2Gas, dont vous êtes délégué général du club Power2Gas pour l'association AT2E. Donc, alors là, pour le coup, on est sur quel type de déchets présents sur nos territoires qui pourraient être valorisés par cette nouvelle technologie ? On est sur une technologie un peu différente. C'est effectivement une quatrième technologie qui permet de produire du gaz vert, du gaz bas carbone. Mais en intrant, on ne se retrouve pas avec un déchet comme pour les précédentes technologies, mais on se retrouve avec de l'électricité. Et donc l'électricité, bien sûr, c'est de l'électricité qui est bas carbone, donc nucléaire ou renouvelable. Et avec cette électricité-là, on va pouvoir fabriquer de l'hydrogène. Donc là, je suis sûre que vous en avez tous entendu parler, par électrolyse. On en parle beaucoup en ce moment d'hydrogène par électrolyse. Et on va pouvoir, en combinant cet hydrogène-là avec du CO2, fabriquer la même molécule, le CH4, le méthane, celle dont on parle depuis tout à l'heure, qui permet de substituer le gaz fossile par du gaz qui est bas carbone. Donc à partir de gaz produit par des éoliennes, d'électricité produite par des éoliennes, par des panneaux photovoltaïques et aussi par des méthaniseurs par exemple ? Alors non. En fait, l'idée c'est on va pas utiliser l'électricité produite par du gaz pour faire du gaz. Donc là, par contre, ce qu'on peut utiliser des méthaniseurs, c'est du CO2. Et c'est parce que ce qui est intéressant, c'est que on utilise d'un côté l'électricité qui à un moment donné, comme on électrifie effectivement les usages, mais on multiplie aussi, notre ambition, c'est quand même de produire davantage d'électricité renouvelable et bas carbone. Et bas carbone. Du coup, l'idée, ce serait d'utiliser de l'électricité qui serait excédentaire. Si, par exemple, on a beaucoup de panneaux solaires, en pleine journée, on va avoir une production supérieure à la consommation. Cette électricité-là, on va pouvoir l'utiliser pour fabriquer de l'hydrogène. Et cet hydrogène, on le combine avec du CO2. Alors, le CO2 peut venir de plusieurs endroits. Et le CO2 peut venir de la méthanisation, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle du CO2 biogénique. Donc, on capte ce CO2, qui aujourd'hui n'est pas valorisé, qu'on combine avec l'hydrogène. Comme ça, on a notre molécule de CH4. On peut aussi utiliser du CO2 industriel. Alors, il y a un sujet réglementaire en ce moment sur l'utilisation du CO2 industriel, mais malgré tout, la technologie permet de le faire. Et donc, on pourrait capter le CO2 des cheminées d'usine pour pouvoir produire du gaz bas carbone qui serait injecté ensuite dans les réseaux. Et on a une troisième possibilité de captage, disons, de CO2, qui est le captage dans l'air. Alors là, c'est une technologie qui est pas ultra mature, mais ça coûte quand même très très cher parce que malgré tout, c'est un peu diffus dans l'air. Et donc, heureusement, il y en a un peu trop, mais par contre, c'est pas suffisamment concentré pour le moment en tout cas. Et donc du coup, on n'utilise pas vraiment un déchet qui est produit sur les territoires. Par contre, on peut capter du CO2 qui est, lui, produit sur les territoires pour pouvoir l'utiliser et du coup, le valoriser en production de gaz bas carbone. Alors, c'est vraiment très intéressant comme technologie. Donc, on se dit, mais pourquoi on n'avance pas là plus vite sur ce sujet ? C'est quoi la difficulté ? Alors, la difficulté, elle est pas tant technique. Parce que techniquement, l'électrolyse de l'eau, on l'a sans doute tous fait à l'école, c'est quand même globalement, bon, évidemment, ce n'est pas les mêmes échelles, mais c'est quand même assez simple techniquement.
La brique méthanation, qui est la combinaison de l'hydrogène avec le CO2, n'est pas non plus extrêmement complexe. Donc la problématique, elle n'est pas tant technique. Bien sûr que là, l'idée, c'est de partir on parle vraiment d'échelles importantes. Les 50 TWh, c'est quand même pas mal. Donc il faut quand même des installations qui sont un peu grosses. Donc il y a quand même des choses à faire pour nous assurer qu'on peut produire massivement ce gaz bas carbone. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'électricité tout court. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui de produire massivement du gaz à partir d'électricité qu'on n'a pas vraiment. Et on s'attend, d'après les scénarios de RTE, à consommer toujours plus d'électricité pour nos usages. Oui. L'électrification des usages, c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit et qui permet effectivement de sortir du fossile pour un certain nombre d'usages. Malgré tout, on voit également, heureusement, des ambitions de production d'électricité renouvelable et bas carbone. Et donc, pour cette technologie de power to méthane, on se place forcément dans un environnement de temps qui est un tout petit peu plus loin que les environnements de temps des autres technologies de pyrogazéification ou de gazéification hydrothermale, parce qu'on a besoin d'attendre d'avoir suffisamment d'électricité renouvelable et bas carbone pour pouvoir produire du gaz. Donc il faut plus de photovoltaïque, plus d'éolien, et ça passe aussi par le nucléaire. Et ça passe aussi. Alors c'est compliqué en France de dire qu'on ne veut pas de nucléaire quand même. Mais effectivement, ça passe aussi forcément par le nucléaire, mais ça a une vraie valeur ajoutée pour le système global, le mix énergétique global, quand on parle d'énergie renouvelable. Parce que le nucléaire, alors je suis plutôt gazière et pas électricienne, mais je pense que le nucléaire est quand même plus pilotable que les énergies renouvelables. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir coupler complètement ces énergies-là, dont on a parlé depuis ce matin en disant que ce sont des énergies qui sont complémentaires, de pouvoir coupler ces énergies en utilisant de l'électricité quand on n'en a pas besoin. Donc on prend de l'électricité quand le vent souffle trop par rapport à notre consommation ou qu'il y a trop de soleil par rapport à notre consommation. Cette électricité-là, elle est censée être quand même pas très chère, parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, du coup, on va pouvoir, grâce à ça, produire du gaz qui sera injecté dans les réseaux, dans nos stockages souterrains, et qu'on pourra utiliser quand on en aura besoin, potentiellement en hiver pour nous chauffer ou pour les industriels lorsqu'ils vont en avoir besoin. Et donc, c'est le couplage global qui est vraiment intéressant, électricité et gaz. En tout cas, quand on parle de société à décarboner, là, c'est très intéressant cette idée de pouvoir capter le carbone. Oui, effectivement, c'est un moyen vraiment intéressant d'utiliser du carbone. Alors, on le capte et on l'utilise. Évidemment, vous le savez sans doute, quand on consomme du CH4, on produit du CO2. Donc, ce n'est pas du stockage de CO2. C'est vraiment de l'utilisation de la molécule de CO2. Et c'est du coup faire le lien entre de l'électricité qui est excédentaire, du CO2 qui est produit de manière peut-être diffuse, parce qu'on peut très bien imaginer une installation de power to méthane sur des sites de méthanisation ou avec de la méthanisation mutualisée, donc par contre des productions diffuses. Et ensuite, après, on l'injecte dans les réseaux, on l'utilise en bio-GNV, et là, on a vraiment les mêmes usages que le gaz fossile aujourd'hui. Merci beaucoup. On va continuer sur ce sujet parce que c'est vraiment intéressant. On a envie de savoir comment ça pourrait se développer davantage. Et donc, on va parler des écueils au développement de ces nouvelles technologies avec vous, Mathieu de Carvalho. Pourquoi ça se développe pas plus rapidement au regard de l'enjeu climatique? Qu'est-ce qui freine? Alors, on a eu quelques éléments de réponse à l'instant avec Malika Madoui-Barmas, mais quels sont les écueils? Bon, on a quand même eu un démarrage relativement intéressant avec la méthanisation. On le disait tout à l'heure, 7 terras injectés, 9 terras dans la base de CAPA, 9 terras de capacité installée, et 26 TWh, toujours parlé en énergie, dans la base de capacité. Donc il y a eu un vrai engouement et ça a démarré par la méthanisation. Maintenant, tout ça s'est fait au démarrage et c'est toujours comme ça que ça commence sur un business, enfin souvent en tout cas, sur de l'argent public. Alors vous en parliez tout à l'heure, il faut aussi être raisonnable
raisonnable du point de vue des finances publiques, mais c'est très clair, et on le voit aussi d'ailleurs quand on travaille au niveau de l'Alliance européenne du biométhane, puisque l'Europe, ça y est, s'est mise clairement aussi à regarder le biométhane avec son fameux plan REPowerEU, son objectif qui va devenir contraignant de 35 BCM, 35 milliards de mètres cubes, qui sera décliné, en tout cas c'est l'ambition de la Commission au niveau des différents États membres. Tout cela, assez rapidement, on voit que pour démarrer rapidement une filière, on a besoin d'argent public. Ça se fait par des processus type tarif d'achat, enfin les feed-in tarifs. Et aujourd'hui, l'État trouve trop cher à produire ces solutions, c'est ça ? On a eu quelques discussions effectivement avec l'État et il se trouve que voilà, les principaux écueils que l'on a aujourd'hui, alors si je parle un petit peu de l'historique, parce que tout ça est en train de se planifier, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau méthanisation, après ce boom, sans mauvais jeu de mots, et ces différents térawattheures mis dans la base de CAPA, on a eu quand même un effet trou d'air, qu'on appelle nous au niveau filière trou d'air, avec une incertitude sur le prolongement des tarifs d'achat, une baisse des tarifs d'achat, voilà, ce qui fait que les promoteurs de projets finalement ne retrouvaient plus, en tout cas sur le papier, leur rentabilité pour démarrer ces projets. Et donc on a eu quand même cet effet trou d'air où la belle embellie, et quand vous regardez les graphes, les premiers histogrammes où on est quand même pas mal monté sur la production de biométhane, on a eu ce coup d'arrêt. Les choses sont en voie d'apaisement maintenant, puisque pas mal de choses ont été clarifiées, des textes sont passés en CSE. On devrait avoir d'ici l'été, pareil, de nouveaux textes qui vont préciser les choses. Ça, c'est pour l'angle deniers publics. Donc clairement, l'État nous a dit également, on ne peut pas atteindre les chiffres tels que la filière les promeut maintenant. On a parlé du 20%, et puis au-delà, demain, quand on ajoutera les technologies seconde génération, l'idée, c'est que vous ne pouvez pas, l'idée clé qu'il faut avoir en tête en tant que promoteur de projet, c'est qu'on ne peut pas non plus tout faire sur argent public. Et donc, l'idée, assez rapidement, c'est qu'on puisse avoir, alors non pas un basculement, puisqu'un certain type de projet, de méthanisation particulière et autres, auront toujours besoin de fonds publics, mais l'idée, c'est surtout d'avoir une vraie reconnaissance des usages, et ça, on le travaille également en Europe, une reconnaissance des usages pour qu'il y ait un effet d'entraînement et que ce soit en fait la demande, qu'on ait une demande qui pilote finalement le marché et qui permette le financement des nouvelles productions et l'avènement de nouveaux volumes. Ça, c'est très clair. Donc, c'est l'idée progressivement de passer d'un monde subventionné vers un monde de marché. Et là, très rapidement, vous apercevez que le monde de marché, il n'est pas encore là. On ne fait pas de cross-border trade aujourd'hui de biométhane. Et puis surtout, on ne reconnaît pas tous les usages. On a aussi quelques signaux négatifs quand on vous dit on va arrêter les chaudières, on va arrêter le gaz c'est terminé. Forcément, quand vous êtes sur le gaz vert, ça n'enjoint pas à passer le cap et à continuer. Donc c'est vraiment ces différents messages-là qu'on est en train de passer à tous les niveaux, français, politique européen, en disant voilà, on est le complément idéal, on participe à la décarbonation, mais vous devez, reconnaître les usages, et quand vous aurez cette reconnaissance et cette facilitation au niveau des usages, on va en parler, donc il y a le chauffage, il y a les industries lourdes, ce qu'on appelle les hard to abate sectors, quand on est au niveau des usages, etc. Quand vous aurez facilité tout ça, ça viendra assez naturellement, et finalement, on aura une filière qui redémarrera et qui sera à la hauteur des enjeux, qui, je le rappelle, sont très importants, 20%, vous le disiez, un petit chiffre, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, on était l'année dernière à 1,5% de biométhane dans les réseaux en France. Donc vous voyez que la marche... Ouais. Donc aujourd'hui, le biométhane est jugé cher à produire, donc il s'agit de trouver des solutions de production. Donc ça, le groupe de travail sur lequel que vous pilotez, il travaille très concrètement ? Exactement. Et alors, c'est quoi les pistes pour faire baisser les coûts de production ? Alors, il y a différentes pistes. Alors, d'abord, rappelez aussi qu'il y a un pays que, y compris l'État français, nous donne toujours en exemple avec les yeux qui brillent, qui est le Danemark. Le Danemark qui va atteindre 50% de gaz renouvelable dans ses réseaux, qui a des coûts de production relativement faibles. Alors, toutes choses égales par ailleurs, on rappelle et on prouve par A plus B qu'il faut déjà se mettre à un même niveau quand on compare les prix de production entre différents pays. Et typiquement, quand le Danemark affiche des chiffres à 55, 60 euros du mégawattheure, ils ne prennent pas forcément, on s'est aperçu, grâce à GRT Gaz d'ailleurs, on s'est aperçu qu'ils ne prenaient pas forcément en compte les coûts de raccordement au réseau, les coûts d'injection, etc. Bon, c'est un peu technique, mais tout ça pour vous dire déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Ensuite, effectivement, pour répondre à votre question, au niveau du CSF et notamment via le GT Industrialisation, on travaille effectivement sur, on va dire, allez, j'ai à peu près trois grosses chapelles sur lesquelles on travaille. Standardisation, label et performance. La standardisation, c'est l'idée de dire que vous allez pouvoir à terme bénéficier d'économies d'échelle. Quand vous allez avoir cette fameuse mise à l'échelle du biométhane, on a tout un tas de pépites françaises, on ne le dit pas assez. Et je crois que c'est le bon moment d'ailleurs, au moment du projet de loi Industrie verte, là,
pour rappeler que le biogaz fait partie de l'équation, le pendant du projet Industrie verte européen l'a très bien compris, reconnaît les solutions gaz renouvelables. Ce n'était pas le cas dans la première mouture française, on va essayer de faire en sorte que ça le redevienne. Ces pépites françaises-là, elles vont nous aider déjà à avoir on parle souvent de contenu local, à avoir une industrie qui est made in France ou made in Europe au pire, hein, c'est-à-dire vous n'avez rien qui vient de Chine, vous êtes vraiment sur du local. Et ces pépites-là, on a besoin, le fameux trou d'air dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui les entreprises françaises en souffrent. Et donc, nos différents leviers à nous, donc il y a l'effet de massification, ça a été aussi évoqué ce matin. Sur le sujet de massification, vous allez avoir tout ce qui est économie d'échelle, qui va pouvoir permettre à ces industries de vendre plus de volume et de permettre de réduire un peu les coûts. Vous avez également toute la question des labels. Alors pareil, le GT Industrialisation du CSF travaille au développement d'un label bas carbone. Alors ça rejoint les questions de CO2, vous en avez parlé, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, mais l'idée c'est que vous êtes en méthanisation, on est déjà contributif à la lutte contre le changement climatique, puisqu'on produit un gaz, on va dire quand on regarde ça en analyse cycle de vie complète, qui est beaucoup moins émissif finalement que son pendant fossile. Ça c'est la première brique. La deuxième brique, c'est quand vous allez en plus travailler au sujet, et tu l'évoquais aussi tout à l'heure, de captation du CO2 biogénique sur nos unités de méthanisation, soit pour un usage industriel, pour en faire du e-méthane derrière, via méthanation, soit pour un usage industriel au niveau des territoires. Vous en parliez tout à l'heure. Un cériste, il a besoin de CO2. Un grand producteur de soda a aussi besoin de CO2, de qualité alimentaire. À chaque fois, quand vous allez travailler là-dessus, vous allez capter CO2, vous allez encore améliorer le bilan global, toujours pareil, en circularité complète, le bilan global ACV de votre méthanisation. Et l'idée, c'est de pouvoir à terme déclencher et proposer des crédits carbone finalement basés sur cette captation du carbone de nos sites de méthanisation. Voilà, une vraie logique d'économie circulaire. Vous avez commencé à aborder les usages, c'est le dernier point qu'on souhaitait évoquer toutes et tous ensemble ici. Les usages envisagés, Jean-Luc Fugit, les mobilités lourdes notamment. Oui, alors sur les mobilités lourdes, en même temps, je voulais réagir un petit peu à ce qui a été dit sur l'innovation, mais on fera le lien. On va faire le lien en même temps. Mobilité lourde. Alors là aussi, on retrouve un terrain d'opposition. On le sous-entend un peu, on l'entend, on le voit, on le perçoit, on l'entend assez souvent par certains acteurs. Moi, je vais partir d'une visite que j'ai faite la semaine dernière à pas loin de ma circonscription. Moi, je suis député du sud du département du Rhône. C'est là où il y a les veines de Côte-Rôtie, pour ceux que ça intéresse. Et donc, j'ai été à Valence, donc à l'invitation à la fois d'agriculteurs et ensuite d'un syndicat donc, local. Et j'ai été voir de l'agrivoltaïsme parce que ça m'intéressait. Il y a un syndicat là, qui travaille très bien sur de la recherche expérimentale, etc. Et en même temps, je suis allé, on m'a expliqué, on m'a montré donc, une station biogaz qui vient d'être mise en place donc, à Valence. Et l'approche était très intéressante. Elle n'est pas partie d'ailleurs des collectivités, ce que je regrette d'ailleurs. Elle est partie d'abord tout simplement d'un entrepreneur, le groupe Cheval, qui est un entrepreneur de travaux publics, qui lui a envie de décarboner ses camions. Au début, il se dit comment il fait, parce que c'est très intéressant, parce que vous allez voir qu'à mon avis, tout est lié là. Et en gros, son idée, c'est de dire, je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, il va voir d'autres industriels du coin, il voit les collectivités se mettent à suivre ensuite. Il fait sa station biogaz pour ses propres camions, mais évidemment, vu l'investissement, il se dit c'est quand même pas rentable, donc je vais aussi l'ouvrir, et donc il l'ouvre pour les autres usagers. En plus, on n'est pas loin de l'autoroute A7, etc. Et alors, ce qui est très bien, c'est que vous avez la station biogaz qui fonctionne depuis quelques mois, depuis 2 mois maintenant, et il est déjà prévu à côté qu'on va installer les bornes de recharge électrique. Et il a même prévu le foncier pour installer à terme une station hydrogène. Ben voilà, c'est ça que moi j'attends. L'intelligence situationnelle. On ne va pas opposer, on va rassembler. Et il va plus loin, c'est que sur son propre foncier, il veut maintenant éventuellement mettre en place un méthaniseur. Il commence à rediscuter avec le monde agricole, etc., etc. Donc pourquoi je pars de là ? Parce que c'est extrêmement important, parce que derrière lui, c'est décarboner sa mobilité lourde, c'est-à-dire ses camions. Et alors là, j'entends un petit peu les oppositions qu'il peut y avoir parfois, quand j'écoute un petit peu au niveau national ce qui se passe.
On me dit oui, mais Renault fait le choix du camion électrique. J'ai été avec le ministre des Transports et écouté ça chez Renault. J'ai pas été, moi, à titre personnel, 100% convaincu, mais je peux comprendre aussi le raisonnement. Et en même temps, il y a des gens qui travaillent sur l'hydrogène. On me dit oui, mais l'hydrogène, c'est pas encore mature. Bah oui, par définition, c'est pas mature l'hydrogène. On est loin. On est loin encore que tout fonctionne. Mais là aussi, il ne faut pas opposer. Et donc là aussi, le biogaz a un rôle à jouer, évidemment. Et puis, ça marche, c'est concret, ça fonctionne. Il y a aussi le coût qui fait qu'aujourd'hui, tous les véhicules à biogaz sont évidemment moins au gaz en général, et au biogaz en particulier. Quand on prend du biogaz à la place du gaz, évidemment, ça coûte moins cher que l'hydrogène et l'électrique, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer. Par contre, il faut être extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on travaille sur l'hydrogène, aller faire du vélo à hydrogène, ça n'a pas de sens. J'ai vu ça, j'ai même vu des gens mettre ça à la une de certains magazines, etc. Enfin bon, à un moment donné, il faut être un peu pragmatique quand même. Ça n'a aucun sens. Par contre, s'intéresser à l'hydrogène pour le camion, pour la mobilité lourde et longue distance, comme on le fait pour le biogaz, etc., ça a du sens. Le véhicule particulier, je ne suis pas certain que l'hydrogène soit le top. Par contre, qu'on ait un certain nombre de véhicules biogaz et qu'on ait les camions pour le dernier kilomètre, pour la livraison d'un dernier kilomètre, etc., ça c'est important. Et puis le véhicule électrique devient intéressant aussi dans ces milieux urbains denses, on va en rappeler pourquoi. Donc vous voyez, il y a cette complémentarité, il faut regarder. Donc évidemment que le biogaz a un rôle à jouer extrêmement important. Quand j'évoque tout ceci, ça me permet de rebondir sur l'histoire de l'innovation. Il y a eu le débat à la première table ronde tout à l'heure sur la microméthanisation, là, ça m'a fait un peu sourire. Enfin, la microméthanisation, c'est évidemment une bonne solution. Je suis désolé, Jean-François. Seulement, c'est le modèle économique qu'il faut mettre en place derrière. C'est comment faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que des gens qui vivent en milieu rural. Il y a aussi des gens qui vivent en milieu boboisé, un petit peu en ville, etc., etc. Et dans certains quartiers, si on peut amener les gens à trier leurs biodéchets, à les amener à microméthanisation, etc., moi j'y crois, je pense que ça peut marcher. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans la ville de Parme en Italie. Il y a des choses intéressantes. Et donc je crois que la microméthanisation, c'est intéressant. D'une manière plus générale, j'étais un peu provocateur avec Jean-François, mais ce que je veux dire qui est important, c'est qu'en matière d'innovation, il faut aussi qu'on s'appuie sur nos chercheurs. Je le dis clairement, nous avons des anciens chercheurs et des chercheurs de haut niveau dans ce pays. Je le dis parce que nous sommes dans un pays où on nous explique à longueur de journée que tout va mal pour tout le monde, partout et tout le temps. Ce n'est pas tout à fait vrai, même si parfois je peux comprendre qu'il y a des sujets qui ne vont pas, je suis bien placé pour le savoir en tant que parlementaire. Mais on a aussi des choses remarquables qui se font. C'est par exemple la création d'un moteur thermique à hydrogène qui s'est fait à Solès dans les labos de IFP Énergie Nouvelle. Et ça, c'était créé en 2021. Et quand en 2019, on met dans la loi d'orientation des mobilités qu'on veut sortir des véhicules à énergie fossile, heureusement que le rapporteur de la loi que j'étais n'a pas été écrire véhicule thermique. Parce que si on avait écrit véhicule thermique dans la loi française, on ne pourrait pas utiliser un véhicule biogaz. On ne pourrait pas non plus utiliser un véhicule hydrogène qui pourrait éventuellement... Voilà. Je ne sais pas, moi, si la technologie qu'ont mis au point les chercheurs, elle va avoir sa vie, mais n'empêche qu'il faut faire attention. Au passage, je vais essayer de prendre le temps d'expliquer ça très rapidement quand même. Je sais que l'heure tourne, mais quand même, encore une fois, pour la question des mobilités, c'est quoi l'objectif ? C'est la sortie du CO2, très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on s'intéresse à améliorer la qualité de l'air que nous respirons. Un milieu urbain dense, comme on peut l'être ici ou dans la plupart des grandes métropoles françaises, on a un véritable problème. On a un problème d'oxyde d'azote et un problème de particules. Le problème de particules, il est partagé entre la mobilité et le chauffage au bois non performant. J'ai bien dit non performant. On a mis des choses dans la loi climat-résilience, et là-dessus, j'ai rajouté des amendements donc, pour le chauffage au bois, etc. Mais la partie oxyde d'azote, elle est principalement liée aux 3/4 quasiment, au moins aux 2/3, aux véhicules à énergie fossile, diesel et essence. On va appeler les choses par leur nom. Et donc ça, je le dis à l'époque quand je fais le discours à la tribune nationale sur la loi d'orientation des mobilités, il faut aussi sortir des énergies fossiles, pas que pour la question du CO2, aussi pour des questions de santé respiratoire. La question de la santé respiratoire. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, le gaz en général et le biogaz en particulier sont intéressants. Le biogaz est évidemment plus intéressant parce que lui, en analyse cycle de vie, évidemment, on atteint la neutralité sur le CO2. Mais là où il est intéressant, c'est que ce n'est pas de particules fines et c'est beaucoup moins d'oxyde d'azote.
comparé au diesel, à l'essence, etc. Donc évidemment qu'on en a besoin. Et ça me paraît extrêmement important. Ce qui me paraît important, c'est que dans la loi d'orientation des mobilités, on a inscrit, moi j'assume, hein, parce que c'était l'amendement que je portais, l'histoire de la fin des véhicules à énergie fossile d'ici à 2040. Je suis l'auteur de l'amendement qui a été inscrit dans la loi, donc si jamais vous avez des revendications, c'est maintenant. Donc, c'est quoi, c'est aujourd'hui. Mais je l'assume complètement. En revanche, j'ai un point de désaccord avec les textes européens. Je n'ai de cesse de le dire à Pascal Canfin et compagnie, que je vais revoir bientôt pour lui redire. Quand on écrit au niveau européen véhicules thermiques, moi ça ne me plaît pas. Je préférerais qu'on parle des véhicules à énergie fossile. C'est ça l'objectif. On sort des énergies fossiles. Donc ça, moi j'essaie de me battre à mon modeste niveau pour essayer de faire changer les choses à ce niveau-là. Par contre, à l'époque, on met en place les zones à faible émission mobilité, pour justement sortir des oxydes d'azote. Et je tiens beaucoup au mot mobilité que j'ai fait rajouter par voie d'amendement à l'époque en tant que rapporteur. Pourquoi? Alors je sais, hein, aujourd'hui il est de bon ton. C'est comme ça en France. Il y a des moments, il y a des effets de mode. Alors en ce moment, il y a un nouveau truc qui se lance, un nouveau type de concert qui se lance. Mais il y a des effets de mode. Alors il y a un effet de mode qui consiste à être contre les ZFE. Voilà. Il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi on les fait. Ils ne savent même pas à quoi ça sert. Ils ne savent même pas ce que c'est un oxyde d'azote. Mais ce n'est pas grave, ils sont contre. Je le sais parce que j'ai dû repousser une proposition de loi scandaleuse du Rassemblement national le 12 janvier dernier à l'Assemblée nationale qui consistait à supprimer les zones à faible émission mobilité. Les zones à faible émission mobilité, elles sont nécessaires pour des questions de santé respiratoire. En revanche, vous pouvez lire l'interview que j'ai donnée il y a 2 semaines là-dessus dans Actu Auto, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. On n'a jamais dit qu'il fallait aller à fond et sortir tout de suite de tout et faire en sorte d'exclure les gens. C'est pas ça. C'est pas les gens qu'on veut exclure, c'est les polluants. Pas la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de la progressivité, etc. Et pourquoi j'en parle? Parce que le biogaz peut servir pour les véhicules qui vont rentrer dans les zones à faible émission, pour faire de la livraison, les derniers kilomètres, etc. Il faut faire les choses de manière progressive. Il n'y a pas que le véhicule électrique. Il n'y a pas que ça. Et donc ça me paraît, je voulais vous le rappeler parce que ça me paraît extrêmement important. Et là aussi, ça doit rejoindre la question de l'innovation. Et derrière, il faut faire en sorte d'amener nos concitoyens à comprendre les enjeux. Alors, dans nos concitoyens, il y a tous les citoyens élus. Moi, je suis un citoyen élu, hein, parce que nous ne sommes pas des élus, là. Je veux dire, ceux qui sont élus comme moi, nous sommes des citoyens élus. Il y a aussi des citoyens élus à qui il faut faire comprendre un certain nombre de choses, parfois, sur ces sujets. Il faut le dire. Et parfois, on mélange un peu tout. Et puis, des fois, on s'excite un peu, ou alors on prend des postures, histoire de se faire plaisir, histoire d'aller dans le sens, soi-disant, du vent. Moi, ce que je veux aller, c'est dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'air que respirent nos concitoyens. C'est un véritable sujet. On perd 1 an d'espérance de vie en France à cause de la qualité de l'air que nous respirons dans les milieux urbains denses. Il faut juste l'avoir en tête un instant. Merci. Désolé si j'étais un peu long, non, mais très tout bien. ceci est lié. Et j'ai oublié d'évoquer, ça prend 10 secondes, ne vous inquiétez pas. Après, je partirai, de toute façon, j'ai un TGV. Non, restez. Mais oui, parce que je dois aller voir mes concitoyens moi, sur mon territoire ce soir. Mais le rétrofit, on n'a pas parlé du rétrofit. Moi, je trouve que le rétrofit, c'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Alors, on l'avait encouragé, et je remercie vraiment Elisabeth Borne, quand elle était ministre des Transports, nous avoir aidé, les parlementaires, à pousser ce sujet, avec mon collègue Damien Pichereau, qui connaît bien ce sujet. Pourquoi j'en parle du rétrofit? Parce que je voulais simplement vous dire que nous travaillons avec un certain nombre de parlementaires, nous sommes des gens très concrets, à réfléchir, à voir ce qu'on peut faire avec des véhicules hors d'usage aussi. Vous savez, les véhicules hors d'usage qu'on met parfois, il y a des fois des caisses qui sont encore en état, on pense qu'on peut tomber peut-être des moteurs à énergie fossile, mettre du moteur électrique dessus ou autre chose, il faut voir. Et je vous le dis au passage parce que c'est intéressant et ça peut peut-être permettre de trouver les moyens de proposer de la location en moins de 100 € par mois à des gens qui ont des revenus modestes pour pouvoir rouler avec des véhicules qui leur permettront de rentrer dans les ZFE mobilité. C'est un sujet qu'a porté le président de la République l'année dernière dans sa campagne et nous allons le réaliser en début 2024. Merci. On continue notre tour de table sur les usages du biogaz. On parlait de mobilité lourde à l'instant, Malika Madouy-Marmas. La mobilité lourde, c'est pour la route, mais pas seulement. Oui, effectivement. En termes d'usage, vous l'avez bien compris, hein, quand on parle de gaz, de biogaz ou de gaz renouvelable et bas carbone, on a la même molécule et donc potentiellement les mêmes usages que le gaz aujourd'hui. Mais il y a tout un tas de nouveaux usages qui peuvent se développer et notamment pour répondre à des réglementations concernant des émissions évidemment minimales dans certains secteurs, et notamment sur le maritime. Le maritime, aujourd'hui, doit faire face à des contraintes, fait face à des contraintes
réglementaires, alors pour notre santé à tous, mais qui sont assez fortes. Et pour répondre à ces contraintes réglementaires, le secteur du maritime travaille sur tout un tas de solutions, et un peu comme ce qu'on a dit aujourd'hui, en fait, il travaille vraiment sur un panel de solutions en fonction des usages, en fonction des types de bateaux. Il y a tout un tas de solutions qui existent, l'électrification, mais pas que. Il y a aussi je vais y arriver, le GNL, le bio-GNL et le IGNL. Et donc là, on voit que finalement, avec cette même molécule, aujourd'hui, ça peut être du fossile, demain du bio-GNL et après-demain du IGNL, donc produit par Power2Methane par exemple. Et donc là, c'est vrai que c'est vraiment un nouvel usage pour ces molécules vertes, pour aider à décarboner un secteur qui aujourd'hui est fortement émissif tout de même. Merci. On va maintenant discuter avec Philippe Auvray et Jean-Luc Davy des usages sur vos territoires respectifs, voir un petit peu ce que vous imaginez pour aujourd'hui et demain. Philippe Auvray, le biométhane, il répond à tous les usages sur un territoire pour vous ou pas? Oui, tout d'abord pour la mobilité. Donc, on parlait de BioGNV, donc j'ai voulu tester. Donc, j'ai été voir mon ami du Maine-et-Loire qui venait d'installer une station. On a fait la même chose. On a installé une station d'avitaillement, parce qu'on dit avitaillement, pas ravitaillement. Et puis, il a fallu trouver des véhicules. Alors là, c'est assez compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup de véhicules. Il n'y a qu'à Faucon, mais lorsqu'on veut acheter des véhicules, il n'y a pas trop le choix. Donc, par contre, au niveau du syndicat d'énergie, on a enlevé les véhicules essence et diesel. Et le personnel a le choix maintenant entre 10 véhicules électriques et 10 véhicules qui fonctionnent au gaz. Curieusement, c'est les véhicules au gaz qui sont privilégiés. Tout simplement, pourquoi? Ça fonctionne très très bien. Il y a un petit peu d'essence dedans. Si vous êtes en panne en cours de route, vous mettez de l'essence, ça fonctionne. Parce qu'il y a 7-8 litres d'essence dedans quand même, un petit réservoir. Par contre, le matin, lorsque vous faites le plein, en 3 minutes, le plein il est fait. Qu'une voiture électrique, c'est beaucoup plus long. Donc je m'aperçois que les véhicules gaz sont beaucoup plus utilisés puisque c'est un pool que les véhicules électriques. Par contre, la grosse difficulté, alors cette station forcément fonctionnait bien, la presse est venue voir, il y a eu beaucoup d'articles dessus, et donc des partenaires sont arrivés, donc une quinzaine de partenaires avec différents véhicules sont arrivés pour s'avitailler sur cette station, et la région nous a confié 2 cars scolaires. Donc ça donne effectivement satisfaction. Par contre, depuis le 1er janvier, le prix du gaz est venu un petit peu pénaliser tout cela, puisque la facture de gaz a été multipliée par 2,25. Et donc aujourd'hui, maintenant, ça correspond pratiquement à un litre de gasoil qui serait à pratiquement 3 €. Donc ça a donné un bon coup de frein. Donc le prix du gaz a donné un bon coup de frein. Sinon, l'expérience, elle est concluante. On avait un projet de corridor sur tout le département, via la Normandie, pour faire des grosses stations d'avitaillement. Et puis, devant l'envolée des prix du gaz, on a mis tout ça un petit peu en stand-by. Et puis, on regarde ce qui se passe chez nos voisins qui, eux, ont franchi le pas. Jean-Luc Davy, vos usages sur votre territoire? Nous, le syndicat d'énergie, pour nos véhicules, notre flotte propre, ce sont des véhicules électriques et des véhicules gaz, effectivement. Donc, comme Philippe, on regrette que en voiture ordinaire, on n'ait pas de véhicules français. On a des Fiat et des Seat, on n'a pas de Peugeot, on n'a pas de Renault. Et puis, on a en Maine-et-Loire aussi Scania qui produit donc des véhicules, notamment des camions. Et donc, du coup, on était dans une table ronde Bretagne-Pays de la Loire il y a quelques semaines avec Dominique. Et Scania était là pour nous dire que aussi, il s'inquiétait de l'évolution réglementaire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au GNV. Et d'où l'intérêt du message que nous, on porte en disant, à mon avis, il faut classifier 2 carburants différents, le gaz d'origine fossile et le bio-GNV d'origine énergie renouvelable, pour que la réglementation ne nous interdise pas de rentrer dans les villes en ZFE, etc. Et puis surtout, encourage la mobilité. Parce que si la réglementation ne l'encourage pas, Scania, il ferme sa filière mobilité gaz, c'est quand même dommage, alors qu'ils sont dans une recherche encore de moindre consommation. Et on a bien sûr une différence importante entre le véhicule diesel et le véhicule gaz. Donc, d'où l'intérêt du message qu'on porte aussi ce matin, enfin qu'on porte avec la FNCCR, pour le bio-GNV qui est un carburant différent. Et puis, ce que je voulais dire aussi sur la méthanisation,
Donc on est tous d'accord pour dire avec les deux tables rondes de ce matin qu'on travaille en partenariat et en termes de réseau. C'est pas chacun dans son coin. C'est un mix énergétique, donc ça ne s'oppose pas les uns aux autres. Mais sur la méthanisation, par exemple, nous, en Maine-et-Loire, un territoire où l'agriculture est importante, on a un paysage de bocage grâce à l'élevage, notamment l'élevage bovin. Et l'élevage bovin concourt finalement au paysage. Donc la méthanisation est encouragée par l'élevage, avec les fumiers, les lisiers, voire les cultures intermédiaires. Et si finalement on diminue la méthanisation, eh ben, on a un risque de changement de l'agriculture, d'aller vers plutôt des cultures céréalières, où les agriculteurs vont avoir tendance à enlever des haies. Donc on va jouer sur le bocage, on va jouer sur la biodiversité, on va jouer sur le tourisme, puisque notre population agricole elle représente peu par rapport à la population active, mais dans nos communes, même nos communes rurales, on a beaucoup de gens qui ne sont plus, bien sûr, agriculteurs, qui habitent dans nos communes rurales, et on a un type d'habitat assez diffus, donc à une valorisation des chemins pédestres et des circuits de randonnée importants. Et je pense que la méthanisation concourt aussi à cet élément. Donc, juste pour ma part, en conclusion, si je peux dire, merci à la FNCCR d'avoir organisé cette table ronde ce matin, ce beau réseau, parce que, pour redire qu'il faut ne pas travailler les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et puis, on a dit tout à l'heure qu'il fallait protéger la planète. On avait tous envie de bien vivre ensemble sur la Terre, sur une bonne terre. Il faut avoir les pieds bien sur terre. Et pour avoir une bonne terre, il faut avoir une terre qui vit bien en dessous de nos pieds. Et une terre qui vit bien en dessous de nos pieds, c'est une terre qui a des vers de terre de chez Molinon. Ah, c'est bien vu ça. C'est bien amené. Très bien. Mathieu de Carvalho, dernier usage, mais on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez brièvement dit, donc on va peut-être pas revenir dessus, mais très brièvement, parce que c'est intéressant, c'est quand même la captation du CO2 et de ce qu'on peut faire de ce CO2. Ouais, alors mais du coup, je vais le faire très rapide et comme ça, je profiterai pour rebondir sur une chose qui a été dite sur le ver de terre. Non, le bio-GNV plutôt. Mais pour donner un éclairage européen sur le bio-GNV. Mais donc très rapidement, parce que je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, le CO2, effectivement, capter notre CO2 biogénique, j'avais déjà expliqué, on améliore le bilan global gaz à effet de serre. Et effectivement, on a des besoins qui soient industriels, qui soient séristes et autres. Et juste dire qu'effectivement, au niveau du CSF, dans le GT industrialisation, on a également pas mal de travaux qui ont été faits sur le sujet. Donc il y a eu une calculette de valorisation du bio-CO2 qui, je crois d'ailleurs, est en ligne sur le site de GRDF. Et il y a eu aussi des guides, tout un tas de guides qui ont été faits, et notamment un guide pareil sur le CO2 pour que les différents acteurs promoteurs de projets qui commencent à regarder ça puissent se situer, regardent un peu la rentabilité du sujet, qu'est-ce que je peux vendre, à qui, comment ça fonctionne en fonction de la distance. C'est pareil, ce CO2, il va falloir l'amener jusqu'à l'utilisateur, comment vous le faites, etc. Voilà, toutes ces problématiques-là ont été également regardées au niveau du CSF. Et du coup, très intéressant sur le côté bio-GNV, donc un éclairage européen, 2 secondes si vous me permettez, comme on est aussi sur une alliance européenne du biométhane qui s'est montée. Et du coup, je suis sur un des groupes de travail de ce BIP, ça s'appelle le BIP Europe, sur les barrières à l'usage du biométhane. Une des premières barrières à l'usage du biométhane, c'est celle justement sur le bio-GNV et la fin des moteurs thermiques. Donc je suis tout à fait d'accord et sensible avec ce que j'ai entendu déjà tout à l'heure sur c'est pas la fin du moteur thermique en fait qu'il faut viser, mais c'est voilà, la fin du fossile. Mais ça, il faudrait que vous arriviez à le faire entendre, parce que pour vous donner un exemple rigolo à moitié, pour mon groupe de travail, j'ai été voir un peu les grands OEM, donc les grands constructeurs, et notamment pour la partie poids lourd. Renault nous a dit tout de suite, ah non, mais moi c'est full électrique. Scania a voulu y aller, puis finalement ils sont revenus, ils ont dit non, mais moi je sors parce que trop compliqué, et vous voyez bien à Bruxelles la bataille est perdue, ce sera full élec. Scania dit ça, ce qui est quand même hyper gênant pour un gazier qui fait quand même des motorisations gaz, etc. Et là où je voulais en venir, c'est, et je rebondis et j'en finis là-dessus sur l'intelligence situationnelle, il faudrait que vous arriviez à insuffler un peu de cette intelligence situationnelle au niveau des décideurs, et notamment à Bruxelles, parce que clairement c'est pas entendable d'avoir un Scania qui se retire de la course et qui dit, qui oppose justement à l'intelligence. Il y va pas parce qu'il est convaincu, il y va parce que Bruxelles
dit et fait comprendre depuis longtemps que ce sera comme ça, et qui sont dogmatiques, et que toutes les portes et les fenêtres qu'on a essayé d'ouvrir sur le moteur thermique, c'est non. Alors on a une petite, alors on a été sauvé par Porsche et les Allemands, c'est malheureux à dire, mais avec leur fameux e-fuel, là où ils ont voulu défendre le e-fuel en disant non, le moteur thermique sur le véhicule léger doit perdurer avec les e-fuel. Bon, c'est très bien, on leur a dit vous êtes bien gentils les Allemands, mais avant de promouvoir le e-fuel, reconnaissez aussi le renouvelable, renewable fuel. Ce serait quand même dommage que le biogaz se termine là-dessus. Mais pour vous dire, le dernier qui est resté en OEM et qui est avec moi dans le groupe de travail et qui a porté la plume, c'est Iveco. Et voilà, c'était juste pour dire, c'est quand même dommage que des constructeurs se disent c'est réglementaire, j'ai pas le choix, j'y vais plus, et je tue une filière, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses à faire. Ah, mais ils réagissent par rapport aux signaux qui sont envoyés par Bruxelles. Merci beaucoup. Alors, on va vous inviter à réagir parce qu'on est pile poil dans les temps, donc on a prévu un temps d'échange avec vous. Donc, si vous souhaitez rebondir, remonter une remarque, réagir, poser une question, n'hésitez pas. Alors, monsieur, tout en haut, bonjour. Bonjour, Aurélien Martin. Pour Madame Madoui, il me semblait que vers Dunkerque, il y avait une expérimentation, alors je ne sais plus s'appeler Jupiter 1000 ou autre, sur du power to gas, qui a quand même déjà quelques années. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme retour d'expérience là-dessus et quelle ambition? Parce qu'autour de Dunkerque, il y a un aciériste comme ArcelorMittal qui doit émettre pas mal de CO2 et chez qui il serait possible de mener des expérimentations de captage sur site, visant du coup à boucler la boucle que vous nous avez décrite. Donc voilà, retour d'expérience et prochaines étapes. Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y a un projet qui fonctionne aujourd'hui, qui est Jupiter 1000. Alors c'est pas à Dunkerque, c'est à Fos-sur-Mer. Mais malgré tout, il fonctionne. Donc c'est un projet c'est GRT Gaz qui exploite ce démonstrateur-là. Et on a également 2 autres projets en France qui sont en construction. Donc c'est Méticentre qui est dans le centre de la France. C'est une méthanation associée à de la méthanisation. Et puis, on a aussi Power to Gas qui est à Pau. Et donc là, on a aussi un projet en cours de construction de production de e-méthane. Le projet Jupiter 1000 n'est pas terminé. Ils sont en cours de test de performance encore. Donc, on n'a pas vraiment de retour d'expérience en France très concret. Par contre, on a plein d'idées. Il y a plein de projets qui sont en train d'émerger. Et comme pour la pyrogazéification, on envisage nous aussi de faire un appel à manifestation d'intérêt pour recenser l'ensemble des projets de production de ce gaz de synthèse bas carbone, pour après pouvoir, on n'en a pas vraiment parlé, mais pouvoir avoir ensuite des contrats d'expérimentation. Parce qu'en fait, là où le bas blesse un petit peu sur cette technologie, je vous ai parlé de la partie technique qui est qu'on n'a pas suffisamment d'électricité, mais malgré tout, il faut quand même qu'on investisse aujourd'hui pour pouvoir développer cette filière-là. C'est quelque chose qui coûte un peu cher. Et donc, du coup, tout comme les technologies innovantes, en fait, il faut un mécanisme de soutien. Et le mécanisme de soutien qui est possible aujourd'hui sont des contrats d'expérimentation, des appels à projets. Et donc, c'est vraiment ça qu'on est en train de rechercher aujourd'hui pour pouvoir développer davantage en France cette techno. Donc aujourd'hui, on en est là. En termes de perspective, ce qu'on imagine, donc pour atteindre les 50 Tera en 2050, il faut y aller bien vite maintenant. Donc les steps qu'on voit, c'est potentiellement en 2030, 2035, un peu plus de 2 Tera, ce qui est déjà beaucoup, vu que là, on est à 0 quand même. Donc, il va falloir monter. Mais c'est un peu la difficulté ou le challenge, c'est que finalement, on sait que demain, on va en avoir besoin parce qu'on veut tous sortir du fossile. On sait que même si on va évidemment réduire nos consommations de gaz, il va falloir quand même en avoir du gaz pas fossile. Et donc, on a besoin de power to méthane. Et donc, il nous faut du power to gaz. Il nous faut maintenant réussir à passer les étapes d'après, l'accélération, pour pouvoir produire en France de manière assez massive. Et donc, il faut pouvoir mener des expérimentations sur les territoires. Exactement. Et les expérimentations, effectivement, elles sont sur les territoires. Et donc, c'est exactement comme la méthanisation. C'est une production qui est territoriale. Et c'est en fonction des territoires et des besoins qu'on peut avoir des démonstrateurs et puis après des sites qui se développent. Merci pour cette question.
Vous avez parlé tout à l'heure du CO2 industriel. Il y a quand même, je veux quand même vous dire qu'il y a quand même un petit sujet du CO2 industriel. C'est que au niveau européen, donc on a beaucoup parlé de l'Europe sur la partie moteur thermique. Aujourd'hui, au niveau européen, ce qu'on pressent assez fortement, c'est que l'utilisation du CO2 industriel ne pourrait plus servir à produire du gaz bas carbone. Et donc, du coup, ça met quand même un frein assez fort à ce chemin-là. Donc le CO2 biogénique, sans doute qu'il n'y aura pas de difficulté, mais le CO2 industriel, de ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne préfère largement qu'il soit stocké plutôt qu'il ne soit utilisé. Et donc, dans les bassins industriels, c'est sûr qu'on a du coup une source de CO2 qui est assez importante. On pourrait très bien imaginer de produire du coup beaucoup de gaz de synthèse à partir de ce CO2-là. Il y a quand même le sujet de, finalement, si le gaz qui est produit n'est pas du gaz bas carbone, franchement, l'intérêt est quand même très, très limité pour les producteurs. Merci. Une question, premier rang. Bonjour. Oui, bonjour. Pascal Boyer, députée des Hautes-Alpes, présidente du groupe Énergie durable et hydrogène à l'Assemblée nationale, présidente de l'Association nationale des élus de la montagne, donc concernée par toutes les énergies dans les territoires ruraux et aussi de montagne. J'ai travaillé sur le projet de loi, enfin pas sur le projet de loi, mais sur la mission concernant le projet de loi des énergies renouvelables. J'étais co-rapporteur. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur l'acceptabilité dans les milieux ruraux, notamment. Cette acceptabilité, le frein était surtout que production d'électricité, enfin production d'énergie dans les territoires ruraux qui vont servir aux territoires urbains. Et ça, on l'a entendu de multiples fois durant toutes ces auditions. Donc là, on a vraiment un problème effectivement d'opposition entre les territoires, et ce qui est un peu dommage, puisque effectivement, comme vous l'avez expliqué, monsieur, il est important, enfin messieurs, il est important qu'on y ait un lien entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Vous êtes les gisements, et dans les territoires ruraux, on peut être les consommateurs. Mais aussi dans les territoires ruraux, nous pouvons être des gisements. Mais dans les territoires de montagne, on a une densité de population qui est quand même, on va dire, moins élevée que dans l'urbain. Donc la difficulté dans tout ça, c'est de pouvoir organiser la collecte. Et on sait qu'une collecte dans un territoire rural de montagne est encore plus élevée que dans un territoire urbain. J'ai travaillé sur la collecte du lait de montagne. C'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que c'est très diffus et on a besoin d'avoir beaucoup d'énergie justement pour aller chercher les intrants, ou nous, notre lait de montagne, quand nous travaillons sur ce sujet. Donc la question, c'est effectivement, tout vient de la collecte quand même. On est bien d'accord. Et sur nos territoires ruraux, on est producteur effectivement de déchets. Alors je ne parle pas des déchets agricoles, je parle vraiment des déchets, des biodéchets des habitants. Alors vous allez me dire, il y a le compostage, bien évidemment, mais il n'y a pas que le compostage. Il y a aussi quand même dans les bourgs, dans les petits bourgs ou dans des villes moyennes, des habitants qui ne savent pas quoi faire de leurs biodéchets. Mais on a aussi, on va dire, un volume qui n'est pas peut-être forcément en adéquation avec l'équilibre économique de tout ça. Donc je ne sais pas comment on peut organiser ce type de collecte, mais franchement, il y a un énorme travail à faire avec les collectivités territoriales, ça c'est clair, et on sent bien que les collectivités veulent faire, mais c'est compliqué pour trouver cet équilibre économique. Voilà, et puis je voulais aussi dire qu'effectivement, on est sur les, comment dire, on est sur la neutralité carbone 2050, bien évidemment, mais la neutralité carbone 2050, c'est aussi les accords de Paris pour limiter la température à 1,5 degré, bien évidemment, de la Terre, si nous en serons capables. Hier, j'étais à Stockholm pour une conférence interparlementaire avec les parlementaires
européen. Eh bien, écoutez, c'était fortement intéressant, comme la réunion que nous avons eue, comme la conférence que nous avons, comme les 2 tables rondes que nous avons eues ce matin, parce que nous avons réussi à sentir eh bien, les différentes nuances et les différentes approches dans la production d'énergie. Et je pense qu'au niveau européen, on n'est pas tous d'accord sur comment produire nos énergies et comment arriver à travailler ensemble au niveau européen pour gagner en souveraineté alimentaire et pour, bien évidemment, réussir à atteindre nos objectifs donnés aussi par la Commission européenne. Merci. Merci, Madame la députée. Si vous souhaitez réagir, écoutez, c'est maintenant. Je donne une info à nos amis journalistes présents dans la salle. Une conférence de presse est à suivre au premier étage avec Guy Orkabi et Philippe Auvray, un vice-président de la FNCCR, et Xavier Passemard, directeur biométhane de GERDEF. C'est à suivre et ça sera à l'étage juste au-dessus. Vous serez invité à monter par les équipes de la FNCCR. S'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, eh bien... Ah si, Madame, bonjour. Bonjour, Émilie Geoffroy, syndicat d'électricité SDE 35. Je me permets de poser une petite question juste pour de l'application un peu plus opérationnelle sur toutes ces phases de projet de développement des énergies renouvelables, sachant qu'on est souvent avec des contraintes réglementaires qui imposent des fois le cas par cas ou les études d'impact, qui étendent les temps de cycle des études, et après sur la mise en œuvre et l'opérationnel, avec les travaux, avec la gestion des réseaux et, parlons concret, les transformateurs ou tous les équipements réseau qui sont nécessaires pour raccorder des installations de production. Comment fait-on pour essayer d'atteindre des objectifs aussi importants et développer le territoire face à des concertations qui sont des fois compliquées, même s'il y a des échanges qui se font. Et voilà, ça rend difficile l'opérationnel, en tout cas, même si tout est fait pour qu'il y ait ce lien qui se fasse entre les différents acteurs. Et le réglementaire pose problème aussi que la mise en œuvre des chantiers, concrètement. Merci pour votre question. C'est vrai qu'avec la loi ENR dont parlait le député Fugy, il y a des logiques d'accélération, il y a des territoires qui permettent ces accélérations. Je ne sais pas qui veut répondre à Madame. Oui, je vous en prie, Monsieur Auvray. Alors, ça concerne beaucoup plus l'électricité que le gaz. Donc, en électricité, c'est vrai, c'est relativement audacieux. Mais Enedis est en train de préparer un plan d'investissement assez colossal sur les réseaux. Parce qu'effectivement, si tout le monde a une voiture électrique, si tout le monde met une pompe à chaleur, à l'heure actuelle, ça ne va pas le faire. Mon petit département, je vous le disais, 275 000 habitants, j'ai encore 700 clients qui sont mal alimentés. 700 clients qui n'ont pas 220 volts. Donc, au fur et à mesure qu'on solutionne ces 700 clients, il y en a toujours un qui se rajoute, puisque en secteur rural, vous êtes bien alimenté. En amont, une grosse pompe à chaleur, et ça y est, ça se casse la figure. Donc, on aura toujours des clients mal alimentés. Et c'est notre travail, nous les élus de la FNCCR, via nos syndicats. Déjà, première mission, c'est de renforcer les réseaux électriques. Mais lorsqu'on voit tous ces nouveaux process qui arrivent sur les réseaux, on se pose la question, jusqu'à quand ? Bon, Enedis est là pour entretenir, pour investir aussi sur le réseau, mais une grosse part est faite par les collectivités locales via les syndicats d'énergie. Merci. Très bien. Écoutez, si nous avons terminé, on va applaudir et remercier très sincèrement nos intervenantes et intervenants. Merci beaucoup à chacune et chacun d'être venu jusqu'à nous. Et puis vous êtes invités à... Il y a un petit verre ? Oui, un petit cocktail de jeu d'attoire. Ben voilà, vous êtes invités à vous retrouver pour vos échanges. Merci encore à toutes et à tous.